Bonjour et bienvenue dans le Lab Santé, le rendez-vous à ne pas manquer des acteurs de la santé. Notre invitée du jour est une jeune femme, comme un diamant. Elle est faite d'une multitude de facettes. 57 à 58 pour être précis lorsque le diamant est taillé. Le docteur Julie Grandidier est une maman attentionnée et aimante, une épouse passionnée et une amie fidèle sur qui l'on peut compter. Vous savez, ce genre d'ami que l'on peut appeler à n'importe quelle heure et qui n'est jamais avare d'un conseil amical et protecteur. Forte, décisive et courageuse, Julie est capable de réaliser ses rêves et ses ambitions. C'est d'ailleurs grâce à ses forces qu'elle a réussi à créer son rêve, un lieu absolument unique en son genre, qui est un lieu hybride. Mais le mieux est sans conteste de laisser sa créatrice en parler. Bienvenue Julie Grandidier. Merci pour cette belle introduction. C'est super sympa de parler de moi dans ces termes. Donc, je suis médecin esthétique, installée depuis 2022 à Nancy. J'ai créé mon cabinet, mon centre esthétique, voilà, comme tu le dis, un lieu hybride. En fait, j'ai essayé d'apporter une solution que je ne trouvais pas moi-même et j'avais besoin d'amener tout ce que j'aimais, tout ce que j'avais envie de trouver dans ma ville à Nancy. Et donc ce projet-là, je l'ai monté avec ma sœur parce que la famille, c'est quand même quelque chose de hyper important pour moi. Et toutes les deux, on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir apporter quelque chose dans notre ville, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qu'on a envie de nous trouver et avec chacune nos compétences particulières, essayer de monter ça pour que ça soit cohérent et donc créer une prise en charge holistique autour de la beauté. Donc il y a le côté médical, c'est un cabinet médical, mais il y a aussi le côté non médical, mais sur des soins de pointe, des soins vraiment précis, des soins qu'on n'avait pas encore sur Nancy. Ok. Voilà. C'est un lieu effectivement hybride, mais est-ce que comment on peut le définir ? Parce que finalement, ayant bien fait mon travail, j'ai eu l'occasion d'y aller. C'est un lieu, finalement, on a l'impression de rentrer un peu à la maison. On a une ambiance très apaisée, zen, qui n'a absolument rien d'un cabinet médical. Comment tu définirais ce lieu ? Moi, je le vois comme un cabinet médical, mais comme un cabinet médical dans lequel on se sent bien, où justement, on n'a pas ce côté aseptisé qui peut être un peu stressant ou impersonnel. Donc, on voulait quelque chose de cosy, mais en même temps de pro. Donc, il a fallu créer cette ambiance où on se sent bien, mais en même temps où on voit qu'on est dans un endroit professionnel. Donc, on a toutes les contraintes d'un cabinet médical avec le côté propreté, les surfaces les matériaux qu'on a dû utiliser, voilà, pour que ça soit nettoyé, stérilisé, etc. Donc, il a fallu qu'on crée une ambiance en respectant un cahier des charges médical. D'accord. Et ça, voilà, on a travaillé dessus pendant quasiment 2 ans. On a mis notre touche personnelle. Voilà, après, le but, c'était que ça plaise au maximum de personnes, mais aussi, surtout au départ, à nous, puisque moi, j'ai quand même besoin, quand je vais bosser, d'être dans un endroit qui me plaît, qui me ressemble, où je me sens bien. Et on a eu la chance que ça plaise à la plupart des gens. Donc voilà, quand ils arrivent, ils se sentent dans une ambiance apaisante, ouais, je dois dire. C'est ça. Oui, absolument. Voilà. On se sent bien, on viendrait presque boire un café, même sans avoir à faire d'actes médicaux. Et la plupart de nos patientes, elles viennent très régulièrement, je pense aussi pour ça. Voilà. Et c'est peut-être ce qui fait la différence par rapport aux autres cabinets de médecine esthétique, peut-être. Ok. On va revenir dessus. Mais avant cela, j'aimerais bien
qu'on ait un peu plus d'informations sur ton parcours et sur qui tu es. L'adage dit que pour bien connaître une personne, il faut connaître son enfance. Alors, qui es-tu, Julie, et quelle a été ton enfance ? Alors moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 3 sœurs. Ok. Donc, on a été baignés dans un monde très féminin, d'autant plus que notre père était beaucoup absent. Donc, on était souvent avec maman, entre filles. Donc, d'accord. Voilà. Moi, je suis l'aînée, donc j'ai peut-être un petit peu porté les petites deux derrière. Autres. Voilà, Okay. donc ça, je pense que ça, c'est le bagage de tous les aînés. Donc, hyper indépendante, on va dire que j'ai su tôt m'occuper des autres. Donc, peut-être que ça aussi, c'est ce qui m'a poussée à faire médecine après par la suite. Et donc, papa, qui était pilote de ligne, était beaucoup absent. D'accord. Donc, environnement très féminin. Environnement très féminin. Et puis, son absence, peut-être, nous a un petit peu poussé à s'occuper l'une de l'autre, d'être une petite communauté de femmes. Voilà. D'accord. Alors, si nous faisons un retour en arrière, comment était la petite Julie dans son enfance ? Turbulente, réservée, relou, protectrice ? Protectrice envers mes sœurs, probablement. Réservée, non, je ne pense pas que je sois réservée. Après, je ne suis pas non plus quelqu'un d'hyper... comment je peux dire si, je pense que je suis sociable, mais bon, je ne suis pas exubérante. Voilà. Ok. Je ne pense pas. Peut-être que je le suis devenue après avec le temps. Mais non, moi, j'étais quelqu'un qui aimait bien aller au bout des choses. Donc, quand je faisais quelque chose... perfectionniste, avec ce que maman m'a toujours dit, un grand sens du détail. C'est-à-dire, je voyais un petit peu toujours les petits détails, peut-être des fois de trop, mais je pense qu'aujourd'hui, ça me sert bien. Donc voilà, j'allais au bout des sports que je faisais, avec une scolarité, on va dire, assez... c'est sans problème, voilà. Je travaillais bien parce que c'était comme ça, il fallait bien travailler. Je faisais mes sports, j'allais jusqu'au bout. L'équitation, la danse, beaucoup de danse. Donc ça, je pense que c'est une bonne école de la discipline. La danse classique et puis la gymnastique aussi. Donc j'ai fait beaucoup de compétitions. Une petite Julie occupée. Ok. Mais donc compétition, alors ça fait partie des questions que j'allais te poser. Donc ta passion, c'était l'équitation principalement ? Oui. Alors, l'équitation, j'ai commencé, j'avais 3 ans. Donc, j'en ai fait énormément, mais je faisais aussi énormément de danse classique au ballet-théâtre. Et il y a eu un moment où ça a posé problème parce que je pense que pour être bon dans un sport, il faut quand même... être un peu focus dessus. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, vers 15 ans, j'ai arrêté la danse classique pour pouvoir continuer l'équitation au niveau à laquelle je faisais. Alors, c'était pas du niveau pro, mais voilà, c'était s'occuper d'un cheval au quotidien, les compétitions les week-ends, tout en gérant le lycée, etc. Et puis, j'avais aussi la danse dans la gymnastique UNSS à Sigis. À Sigis. Donc, j'avais ça les midis, etc. Bon, bref, j'étais occupée. D'accord. Et compétitrice, ça c'est sûr, puisque comme tous les perfectionnistes, on aime bien faire bien les choses et pas... Mais ce qui fait un parallèle assez intéressant avec ton travail, avec ta spécialité, de par le fait d'être perfectionniste, d'être attentive aux détails et d'être un peu jusqu'au boutiste. Et finalement, on le retrouve et dans ta spécialité médicale, mais également aussi dans le cabinet, quand on y va. Oui, un sens du détail important. Tout à fait. Parce que le diable se cache dans les détails. C'est vrai. Pour en revenir, donc tu es l'aîné d'une fratrie de 2 sœurs. Quelle relation entretiens-tu avec tes 2 sœurs ? Alors, je pense qu'on peut dire qu'on est quasi fusionnel. Certainement avec la deuxième, ma sœur Claire, avec qui j'ai monté le cabinet. Mais c'est probablement aussi parce qu'on est plus proche en âge qu'avec la petite, parce qu'avec la petite, j'ai 8 ans d'écart, alors qu'avec la seconde, on n'a que 3 ans. Mais on a été élevés... comme je le disais tout à l'heure, vraiment très proches les unes avec les autres. Et on a gardé ces liens. Je pense que c'est pas parce qu'on est frères et sœurs qu'on s'entend forcément bien toute sa vie. Oui, c'est vrai. Et qu'on est proches, mais en tout cas, nous, on l'est. Et pour moi, c'est vraiment une force. On est aussi très proche de notre mère. Et ça, c'est quelque chose
qui n'a pas de prix. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que la vie nous a fait, c'est d'avoir cette relation-là. Alors, ce qui est justement assez surprenant, c'est que finalement, quand on va au cabinet, on est un peu dans une ambiance familiale, puisque on peut être amené à rencontrer tes deux sœurs, ta maman. Donc, c'est vrai qu'on... Oui, c'est ça. En fait, maman, elle passe quasiment quotidiennement, parce que voilà, on est comme ça. Si on ne s'appelle pas, elle passe. Claire, avec qui je travaille, voilà, elle est là parce qu'on bosse ensemble. La petite, elle était venue plus dans le projet au début. On avait essayé de lui trouver une petite place, mais ça a été plus compliqué pour elle parce que professionnellement, maintenant, elle est partie. Mais non, c'est sûr qu'il y a cette ambiance familiale et je pense que c'est ça aussi qui plaît aux gens. Oui, tout à fait. Quand même, on n'a pas l'impression d'être un client ou un patient, voilà, ça dépend comment on voit les choses, un numéro de passage, mais on a l'impression un petit peu de rentrer dans la famille. Comment est né le concept Sciences de la beauté ? Alors, moi, la médecine esthétique, c'était un projet que j'avais depuis bien plus longtemps, puisque voilà, je me suis formée, etc. Donc, je voulais m'installer, ouvrir mon cabinet de médecine esthétique, mais comme je le disais tout à l'heure, j'avais toujours l'impression qu'il manquait un petit peu quelque chose. Et puis surtout, j'avais envie de faire une histoire avec ma sœur. Voilà. Donc, elle a vécu à l'étranger pendant... une bonne partie de sa vie. Elle est revenue au moment où j'ai eu le projet d'ouvrir le cabinet, où j'étais prête, où j'avais passé tous mes diplômes. Et du coup, on s'est dit, voilà, il y a des choses qui sont en train d'émerger, notamment les facialistes. Donc, elle a passé son diplôme de facialiste. Oui. Et du coup, on s'est dit, mais ça serait parfait de l'intégrer au sein d'un lieu comme ça, hybride, avec une alternative à la médecine quand les gens ne sont pas prêts à faire des actes médicaux. Et en même temps aussi une synergie, puisque ceux qui font du médical peuvent aussi tout à fait faire du non-médical, des massages facialistes. Alors, elle propose plein d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, c'était parti de ça, de trouver un endroit où on pouvait avoir tout à portée de main. Et surtout, avec une continuité de soins, parce que finalement, moi, je connais mes dossiers patients sur la partie médicale, et je sais aussi ce qui pourra leur aller sur leur routine de soins, sur les massages, etc. D'accord. Comment devient-on médecin esthétique ? Alors, en France, c'est différent des autres pays. Alors, en France, on est toujours un peu plus critique, c'est plus difficile d'intégrer certaines choses. Mais en tout cas, ce n'est pas une spécialité qui est reconnue qui ne l'était pas jusqu'à présent, parce qu'il y a une petite nuance maintenant, mais qui était reconnue par l'ordre des médecins. Et donc, ce n'est pas une spécialité qu'on choisit à l'internat quand on fait nos choix de poste, puisque de toute façon, ça ne fait pas partie du parcours de soins. Il n'y a pas de remboursement, de prise en charge par la sécurité sociale. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait après notre doctorat. C'est un exercice particulier. Donc, en fait, n'importe quel spécialiste, médecin généraliste, chirurgien, etc., peut faire de la médecine esthétique, sous réserve qu'il se forme, bien sûr. Mais en tout cas, jusqu'à présent, on n'avait pas une obligation d'un diplôme bien particulier pour s'installer en tant que médecin esthétique. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous êtes médecin. Ce domaine-là vous intéresse. On a une multitude de diplômes universitaires qui peuvent concerner les injections, les machines, etc. Il faut les passer pour après pouvoir exercer en bonne conscience, puisque si on n'est pas formé, c'est un peu quand même compliqué. Et c'est surtout pour être assuré aussi derrière. Il faut avoir des diplômes pour que les assurances nous assurent tout simplement au niveau des responsabilités civiles professionnelles. Et puis après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de faire les DU qu'il veut. Mais bon, il y en a qui en font beaucoup, il y en a qui en font beaucoup moins. Voilà. Mais en tout cas, on s'installe comme une installation classique. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous détailler quels sont les soins et les prestations que vous proposez et finalement, quels sont les volets de la médecine que les gens ne connaissent pas dans cette spécialité ? Alors, on connaît tous souvent les injections. Alors, les injections, ça regroupe tout un panel de produits, puisque c'est pas juste l'acide hyaluronique qui est le plus connu. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Après, on a aussi toute la partie physique, c'est-à-dire l'utilisation des machines. Donc, ça peut être des lasers, des radiofréquences, des ultrasons focalisés. Il y a énormément de méthodes physiques pour faire de la médecine esthétique. Donc, ça, c'est les plus classiques.
Et puis après, il y a la partie génitale. Donc ça, la médecine esthétique génitale, c'est quelque chose de vraiment complètement émergent, dont on n'a pas encore entendu beaucoup parler. Pour moi, avant d'être esthétique, elle est quasiment à 75-80% fonctionnelle. Parce qu'en fait, on va utiliser les techniques de médecine esthétique, que ce soit certains injectables ou certaines technologies physiques, à des fins génitales, du moins d'amélioration, de troubles fonctionnels. Alors, ça concerne 90% du temps les femmes, mais en tout cas, ça, c'est une partie qui est formidable parce que il y a plein de troubles fonctionnels au cours de la vie de la femme. Et je pense que si on fait un instant T, d'ailleurs, j'avais un petit peu fait ça pendant un moment parce que je voulais faire un mémoire là-dessus. Si on interroge une femme à n'importe quel moment de sa vie, 75% du temps, il y a une symptologie, un trouble fonctionnel selon les classes d'âge. Avant l'âge obstétrique, pendant l'âge obstétrique, la ménopause, etc. Et en fait, la médecine esthétique, elle peut proposer plein de solutions pour améliorer tous ces troubles sans que ça soit vraiment de l'esthétique pure. Et ça, c'est des actes médicaux qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Non. Alors, la Sécu ne rembourse pas les actes de médecine esthétique de manière générale. D'accord. La médecine esthétique génitale non plus, parce que ça fait partie de la médecine esthétique, bien que certaines personnes œuvrent à ce que certains actes soient pris en charge. Ce qui paraîtrait assez logique. Par exemple, si on rentre un peu dans les détails, on prend une femme en ménopause qui a des sécheresses vaginales. Alors ça, c'est quand même le truc ultra courant, avec des traitements locaux, des ovules, etc. C'est quand même hyper compliqué d'utiliser ça au quotidien. Et on peut faire une injection qui va pas diminuer enlever complètement les symptômes, mais les diminuer peut-être à 75-80%. Et là, on est tranquille pour plusieurs mois, quasiment une année. Donc, est-ce que payer pour la Sécu des ovules au quotidien il y a un injectable ou un acte, et en plus pour le confort que ça peut apporter, je pense que ça serait très efficient. Mais voilà, après... Est-ce que ça n'est pas par du fait que ce soit des nouvelles techniques ou des nouvelles technologies, est-ce que c'est pas ça qui explique que pour le moment la Sécu ne soit peut-être pas encore penchée sur ce remboursement d'actes? Oui, peut-être. Après, je pense que pour l'instant, c'est du fait que ça soit de la médecine esthétique et que concrètement, la Sécu au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que c'est déjà un petit peu compliqué. Donc voilà, on ne va pas débattre là-dessus, mais oui, c'est sûr qu'il y a certains actes qui devraient être pris plus en détail et qu'on devrait sortir de l'esthétique parce qu'on est dans du fonctionnel. Après, il faudrait aussi que la communauté scientifique et notamment les gynécos, parce que c'est quand même eux qui sont plus au quotidien avec tous ces troubles-là, portent le projet et je crois qu'il y en a qui s'y intéressent fortement, mais voilà, ça va peut-être se faire, espérons. Mais je pense que la médecine esthétique en France, de manière générale, on n'est pas du tout au niveau des autres pays. On est quand même bien loin derrière, même si ça se démocratise et qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment des actes de médecine esthétique. On est encore loin derrière certains autres pays. Donc, tout est encore à faire. Non, mais ça reste un sujet encore extrêmement tabou, c'est clair. C'est sûr. Mais les choses, elles évoluent. Les nouvelles générations, elles grandissent avec. Donc, je pense que ça va être de mieux en mieux. Oui, puis peut-être aussi que c'est vrai que les nouvelles générations sont quand même beaucoup plus attentives à la protection de leur corps, à être attentifs en fait à leur santé, etc. Et ce qui était pas le cas de la génération de nos parents qui étaient beaucoup plus beaucoup moins regardants en fait sur tout ça. Tout à fait. Après, c'est sûr que maintenant on fait beaucoup plus attention à plein de choses et c'était pas le cas avant. Mais c'est surtout qu'on a les armes maintenant qu'on n'avait pas avant. Moi, je pense que la génération de ma mère, elle a commencé, elle avait 50 ans, voilà. Là, je vais pas dire son âge, mais voilà, elle m'a dit, moi j'ai commencé à 50 ans et ça concernait vraiment une minorité de personnes, alors que maintenant, les gens, ils passent le cabinet facilement à la petite trentaine, les portes du cabinet, voilà, donc ça sera différent. Alors, justement, que peux-tu donner comme conseil ou que dirais-tu à quelqu'un qui a des complexes
et qui n'ose pas franchir le pas de ta porte? Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? En fait, je pense qu'on a tous des complexes et que quelqu'un qui dit qu'il n'en a pas du tout, je ne sais pas. J'ai du mal à y croire parce que on a tous quelque chose qui nous embête un petit peu. Après, moi, je leur dis qu'on les reçoit avec le plus grand professionnalisme, parce qu'on fait de la médecine esthétique, c'est de la médecine avant tout. Donc après, aller voir un médecin, je pense que ça, c'est une démarche qu'on a tous fait, qu'on connaît. Donc il n'y a pas de raison de se dire que c'est différent quand c'est le médecin esthétique. On le fait avec beaucoup de bienveillance. Le but, c'est voilà, de donner un petit peu de confiance en soi, essayer d'améliorer ce qui peut l'être, mais sans se transformer, ni sans essayer de perdre son identité. Donc, on fait le point ensemble, on fait une consultation médicale, avec le recueil des antécédents, on fait un examen, et après, on écoute, parce qu'il y a une grande partie qui est quand même psychologique Oui, dans le métier de médecin esthétique. Souvent, rien qu'avec les mots, on arrive déjà à apaiser les esprits. Mais voilà, on trouve une solution ensemble et le but est de se sentir mieux dans sa peau. Et moi, je crois que ça, c'est fondamental. Et de toute façon, je vais enfoncer une porte ouverte, mais l'OMS dit que la santé, c'est un état de complet bien-être physique, psychique, etc. C'est pas que l'absence de maladie, ça, on le sait. Donc, se sentir mieux, dans son apparence, ça peut beaucoup aider et on est complètement dans le soin et dans la médecine quand on fait de la médecine esthétique. Si ça veut dire que il t'arrive de dire non à des actes. Ah oui. Et je reprends l'exemple connu des frères Bogdanov. Oui. Si jamais je décide de me faire un menton comme les frères Bogdanov, tu acceptes ou tu me dis oui, si, complètement. C'est même le plus souvent le cas, c'est qu'on freine quand même un petit peu les patients parce que parfois ils ont des attentes un petit peu exubérantes ou déraisonnables dans le sens où ils en attendent de trop, ou ils voudraient des choses qui seraient pas adaptées pour eux. On essaie toujours d'améliorer entre guillemets, la personne, mais en lui gardant sa propre identité. Le but, c'est pas de faire des clones. Donc, il y a des choses qui marchent pour une personne, qui marchent pas pour une autre personne. Ça dépend de l'âge qu'on a. Voilà, on a tout plein de choses on a tout un panel de produits, d'actes, et le but, c'est de trouver la meilleure potion pour chacun. Et moi, je crois surtout que les gens y cherchent aussi un petit peu de réconfort, et puis souvent on fait un petit changement et puis on a l'impression que tout va beaucoup mieux, donc ça c'est quand même génial. De plus en plus d'hommes viennent également te voir. Quelles sont les prestations qui te sont le plus souvent demandées pour les hommes, puisque je crois que maintenant, c'est quand même quelque chose aussi qui s'est complètement démocratisé, le soin esthétique chez l'homme. Alors, quelles sont les prestations qui te sont le plus demandées ? Alors, la porte d'entrée, je dirais, c'est l'épilation laser, d'une part, parce que ça reste chez l'homme et chez la femme, d'ailleurs, quand même quelque chose c'est des actes qui sont faits très, très fréquemment. Ça représente peut-être, je dirais, 40% de l'activité du cabinet. Donc, l'épilation laser, c'est une chose. Et après, les hommes, ils vont venir plutôt vers... il y a deux types de population, mais je dirais vers 40-50 ans, les hommes un petit peu qui prennent soin d'eux, qui commencent à avoir des petites choses. Donc, c'est toujours, on veut rester naturel, un petit coup de frais, je me sens fatiguée. Donc, ils viennent avec pas une grande idée de ce qu'ils vont faire, mais ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Il ne faut pas forcément rentrer trop dans les détails, mais ils veulent un petit coup de jeune. Bon, donc je vais bientôt pouvoir avoir les cheveux longs. Ouais. Alors ça, c'est vrai que la partie capillaire, c'est aussi une grosse demande chez l'homme. Moi, je ne fais pas pour l'instant de greffe capillaire. D'accord. C'est un projet. Pour l'instant, on fait plutôt tout ce qui est revitalisation, c'est de la mésothérapie, etc. Donc, on va mettre des vitamines, etc. pour essayer de relancer un peu la pousse du cheveu. Mais c'est vrai que ça, c'est une grosse demande de l'homme.
Pour moi, c'est foutu. Je pense. Alors, il ne faut pas être complètement glabre. Donc, tu as encore des follicules. Donc, je pense J'ai que encore c'est un peu bon. d'espoir. On peut stimuler, oui. Bon, ok. Ayant préparé plusieurs marathons et des ultra-trails, je suis toujours attentif aux dernières techniques et technologies. J'entends souvent parler de quelque chose qui apparaît miraculeux, qui s'appelle le M-Sculpt. Est-ce que ça, c'est des prestations que tu proposes? Est-ce que tu connais cette technique-là, cette technologie-là? Oui, alors le M-Sculpt, ça c'est le nom commercial. Ok. C'est plus largement une technologie qui sert à augmenter la masse musculaire. D'accord. Donc, c'est des champs électromagnétiques de haute intensité qui vont permettre de faire contracter les muscles. Donc, ça équivaut chaque séance à énormément de contractions. On va surtout permettre de recruter toutes les fibres d'un groupe musculaire qu'on n'arrive pas forcément à faire quand on le fait quand on fait du sport, tout simplement. Donc, on va aller au-delà de nos performances sans la machine. En fait, on va créer une hyperplasie et une hypertrophie du muscle. Donc, vraiment, c'est très intense. C'est intéressant à la fois quand on veut se dessiner, se sculpter, mais aussi pour augmenter ses performances. Donc, ça a toute sa place chez le sportif. Ok. Voilà. Donc, les sportifs qui veulent pas forcément gagner en masse, mais gagner en endurance ou gagner en force, peuvent utiliser ce type de technologie. Moi, j'ai le M-Sculpt Neo, qui est une version la plus récente de la machine. Du laboratoire avec lequel j'ai acheté la machine, on a couplé une autre technologie qui est la radiofréquence, qui là va avoir un impact sur la graisse. Donc le but étant d'une part de faire de la lipolyse, donc de diminuer la masse graisseuse, et d'autre part d'augmenter la masse musculaire. Tout ça en même temps? En même temps. Ok. Parce que jusqu'à présent, on était un peu limité. On faisait de la lipolyse, par exemple, par le froid, c'était la cryo. Et à côté de ça, on faisait le muscle avec l'autre technologie. Donc voilà, il fallait un peu multiplier les machines. Et là, tout est regroupé dans l'une. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on gagne du temps et au final de l'argent parce qu'on fait moins de séances sur toutes les machines différentes. On fait en une fois. Voilà. Est-ce que ça ressemble en fait à de l'électrostimulation? C'est pas du tout. Non, parce que c'est pas de l'électrostimulation, c'est des champs électromagnétiques, c'est différent. D'accord. Complètement. Okay. Alors, il n'y a pas de contraction volontaire. D'accord. On est allongé, on ne contracte pas à différence de l'électrostimulation où là, il faut faire les mouvements. Donc, on peut dire que c'est un petit peu une machine de feignant, mais ça reste quand même un peu intense, surtout sur les premières séances, parce que c'est c'est très intense. En fait, le cerveau ne comprend pas pourquoi le muscle se contracte sans qu'il y ait d'ordre. Donc ça, c'est quelque chose, il faut essayer de lâcher un petit peu prise. C'est un petit peu compliqué les premières fois, puis après, ça va tout seul. Et c'est une prestation qui dure combien de temps? 1 demi-heure par séance, par groupe musculaire. Il ne faut pas faire trop de groupes musculaires en même temps, surtout sur la partie lipolyse, puisqu'on va libérer beaucoup d'acides gras qui devront être après métabolisés. Donc si on en libère trop d'un coup, ça va être compliqué pour le foie notamment. Donc on fait en général 2 zones en même temps, donc 1 heure de traitement, et ça 1 fois par semaine, pas plus. D'accord. Voilà. Et sur quel... Alors, c'est entre 6 et 10 séances à 1 semaine d'intervalle. Ok. Donc, en général, voilà, les gens, ils viennent le lundi, le mardi, et ils essaient de revenir comme ça pendant 1 mois et demi, voire 2 mois, et ils font leur séance. Ok. D'après toi, qu'est-ce qui fait que les gens se bousculent pour venir auprès de Sciences de la Beauté? Alors, je pense que c'est un ensemble de choses. Bon, voilà, tout à l'heure, on en a parlé, il y a le lieu qui est je pense, sympa. Ça, c'est certain, confortable. On a fait des gros investissements quand même au départ. Voilà, on n'a pas lésiné, comme
si on veut dire ça comme ça. On a des équipements récents, de pointe. On a essayé de chercher des choses innovantes qui n'étaient pas forcément présentes dans les autres cabinets. Alors, les autres cabinets sont aussi superbement équipés, ça, je ne dis pas le contraire, mais nous, on a essayé de trouver d'autres choses. Donc, si vous cherchez des choses qu'il n'y a pas ailleurs, on n'a pas que le M-Sculpt, on a aussi l'infrathérapie, l'endolift, on a pas mal de choses qui sont... C'est quoi l'infrathérapie? C'est un dôme d'infrarouge long qui est vraiment une machine exceptionnelle pour moi parce qu'elle répond à plein de questions, plein d'indications plutôt, et notamment on le couple avec le M-Sculpt ou avec toutes les autres technologies corporelles parce que ça va permettre d'agir en synergie. C'est un peu comme un sauna japonais surpuissant. Voilà. Donc on peut faire de la détox, on peut faire du drainage, on peut faire de la perte de poids, on peut agir sur les douleurs, sur le sommeil. Il y a plein de bénéfices, mais on pourra en parler pendant une demi-heure, je crois. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas à Nancy, ça c'est sûr. Dans le Grand Est, je ne crois pas non plus. Et ça, c'est ma sœur qui l'a apporté avec elle, son expertise à elle, quand elle a fait son école. Voilà, ça c'est des choses qu'on trouve en Suisse ou dans les grandes villes. Et maintenant, ça s'est peut-être un petit peu démocratisé. Mais à l'époque, quand on a ouvert le centre, il y avait vraiment pas de Vital Dome dans le secteur. Quelle est la façon de fonctionner? En fait, tu reçois un patient avec un objectif qu'il va te donner en disant je sais pas, j'ai par exemple un marathon à faire dans quelques temps, j'ai la volonté de perdre tant de kilos et et en fonction donc de l'objectif à atteindre, tu vas travailler sur différents parcours de soins, différentes prestations pour l'accompagner dans cet objectif-là. Tout à fait. On commence par une consultation médicale. Voilà, les gens viennent avec des doléances. Déjà, la première question, c'est est-ce que oui ou non, je peux répondre à sa question, à ses attentes. Est-ce que j'ai les armes, voilà, tout simplement. Si je vois que j'ai pas ce qu'il faut, je vais pas m'entêter à lui proposer des soins qui seraient pas adaptés pour lui. Donc parfois on délègue. Si c'est par exemple de la chirurgie, c'est de la chirurgie. Il faut savoir le dire. Si j'ai des collègues qui ont des machines qui seront plus adaptées, je vais les orienter. Voilà, tout à fait. On travaille quand même globalement sur Nancy, je pense, tous en bonne intelligence. Et il n'y a pas de concurrence où on se dit non, je vais garder mes patients et pas les envoyer parce que j'ai peur de les perdre. Moi, je pense que les gens, ils viennent aussi pour nous, pour la relation qu'on peut avoir. Et puis, et le lieu, certainement. Voilà, et le lieu. Donc oui, on cherche... la meilleure solution en fonction aussi du budget de la personne, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Fondamental, oui, bien sûr. Voilà, on reste quand même dans des soins qui sont assez onéreux. On essaie de trouver le meilleur parcours de soins, comme on le ferait dans la médecine classique. Ok. Je crois savoir aussi que tu fais de la formation. C'est ça? Oui. Ok. Oui. Ça c'est mon petit dada depuis quelques temps. Ça va faire 1 an maintenant. Moi, j'adore partager l'expérience que j'ai acquérie et aussi tout ce que je vais pouvoir acquérir dans le temps. Discuter avec mes confrères, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai eu la chance qu'on me propose assez tôt, finalement, dans ma carrière, de faire ça, donc de la formation. Donc, concrètement, ça se passe comment? Les labos cherchent toujours des médecins parce qu'ils voient en eux certaines choses. Soit c'est la technique, soit c'est l'aisance orale. C'est souvent un petit peu de tout. Mais en tout cas, la pédagogie aussi. Et donc, je bosse pour 2 labos notamment. Pour qui je fais des ateliers, donc ça peut être au cabinet, je reçois les médecins débutants et puis je les forme aux techniques d'injection, ou alors on est envoyé dans d'autres villes, ça dépend des fois, ça peut être aussi faire des masterclass, être orateur sur les congrès, présenter des travaux, donc ça c'est une partie qui est hyper intéressante, d'autant plus que la médecine esthétique elle est en perpétuelle évolution, donc si on veut rester à la pointe des techniques, il faut
faut pas rester dans sa zone de confort, sinon on fait rapidement, on a un wagon de retard et après c'est difficile de rattraper. Donc quand on est médecin formateur, il faut forcément tout le temps essayer de s'améliorer et de rester à la pointe. Donc ça, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Ok. Quelle est la situation la plus drôle ou la plus cocasse que tu aies vécue au sein du cabinet? La plus drôle ou la plus cocasse? On rigole quand même beaucoup parce que je me doute. Oui, voilà, parce qu'on est mes patientes. Moi, j'ai une relation quand même. Je suis globalement assez proche de mes patients. Ouais. Je les connais bien et ça, c'est tout ce qui me plaît aussi dans cette activité, c'est qu'on connaît bien les gens et elles me racontent toujours plein de choses. Alors là, ça serait trahir le secret médical de vraiment trop rentrer dans les détails, mais ça peut être des personnes qui parfois, voilà, si on fait l'épilation, je sais pas moi, du dos ou d'une zone où il n'y a pas besoin d'être nu, qui se mettent tout nus, voilà, c'est des petites choses comme ça, voilà, on rigole bien, mais non, globalement, là je sèche un peu sur la question, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de... Ouais. Non, ça m'a pas marqué. Tu pourras revenir sur la question si jamais. Oui, c'est ça. Peut-être. Comment utilises-tu le numérique au sein du cabinet? Alors, en fait, je devrais améliorer. Ça, c'est un gros point que j'ai à faire parce que j'étais prise un petit peu par le temps. Les réseaux sociaux, j'ai du mal d'être tout le temps bien active par rapport à ça. À part un dossier patient informatique et quelques petits supports, voilà, le site le site internet du cabinet qu'on a mis longtemps à sortir d'ailleurs. Les réseaux, donc on est sur Instagram. Ok. Voilà. Mais après, sinon, c'est vrai qu'on manque un peu de support numérique. Je pense qu'il faudrait que je mette quelque chose en salle d'attente, par exemple. Mais pour l'instant, c'est pas encore... c'est pas encore fait. Les rendez-vous se prennent sur Doctolib? Les rendez-vous se prennent sur Doctolib. Un petit peu par téléphone, mais surtout Doctolib. D'accord. Est-ce que tu as des projets structurels ou des projets de croissance? Alors récemment... On parle de la partie médecine, mais on est très attentif aussi à la partie finalement gestion de l'entreprise et du cabinet médical. Oui. Est-ce que tu as des projets dans ce sens? Oui, parce qu'il faut quand même savoir que la médecine esthétique, c'est pas la même chose que la médecine classique. Hein. On est quand même beaucoup plus dans la gestion d'une entreprise avec de la TVA, etc. C'est un exercice qui est complètement différent. Il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de carte vitale. Hein. Donc, déjà, il faut apprendre ça. Hein. Gérer ça comme vraiment une entreprise commerciale, presque. Hein. Le développement, oui, parce que forcément, on fait des investissements. Après, il faut les rentabiliser, etc. On a toujours un petit peu envie d'évoluer. Mais là, déjà récemment, j'ai une infirmière qui m'a rejoint. D'accord. C'est une super recrue qui travaillait aux urgences. Donc, un profil hyper dynamique qui colle bien avec le cabinet. Donc là, elle peut me faire certains actes, notamment l'épilation laser, d'autres choses qui vont être mises en place. Donc, grâce à sa venue, on va pouvoir développer des choses qu'on n'avait pas encore développées. Et après, moi, j'ai surtout envie de développer la partie formation pour l'instant. J'ai récemment acquis des nouvelles machines. Donc là, l'année prochaine, il y aura pas je pense pas de nouveaux investissements sur le plan des machines. Mais je pense que oui, c'est agrandir l'équipe pour pouvoir proposer des choses... Développer les services et les prestations, les soins. C'est ça. Okay. Le cabinet, il est déjà grand, hein, parce qu'on a quasiment 200 mètres carrés, 6 salles de travail. C'est énorme. Voilà, c'est quand même grand. Non, là, je pense qu'en termes d'agrandissement, on est déjà bien. J'ai un projet peut-être, mais là, c'est vraiment anticipé. On parlait tout à l'heure du cheveu. Ça serait de développer vraiment quelque chose axé autour de ça, de la greffe de cheveux. Mais ça serait pas pour demain, mais en tout cas, c'est dans les
Ne tarde pas trop quand même. C'est dans les tuyaux. Oui. Ok. Ouais. Alors accroche-toi pour la prochaine question, j'en suis très fier. Comment fais-tu pour faire face à tes injonctions contradictoires ? Je veux dire par là, comment fais-tu pour passer de la maman présente et attentionnée à la girl boss en passant par la femme libre et passionnée ? Comment fais-tu pour gérer toutes ces casquettes et passer de l'une à l'autre ? Je pense que je le fais comme une grande majorité des femmes. Je suis pas la seule. Je crois que c'est la difficulté quand on est dans cette tranche de vie, quand on a nos enfants, quand on a notre couple, on a notre boulot. Mais je sais pas, je pense que j'ai des journées de 48 heures peut-être. Ok. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ma personnalité d'aller toujours au bout des choses et j'ai jamais voulu mettre quelque chose de côté. Et ça, je l'ai su très tôt dans mes études. Je pense que c'est ça aussi qui m'a orientée vers la médecine esthétique. Je veux pas faire de concessions sur ma vie privée. Je veux que mon boulot m'épanouisse. Donc ça m'a permis, la médecine esthétique m'a permis d'être épanouie et je pense qu'on est bon dans ce qu'on fait quand on le fait avec plaisir et avec conscience professionnelle, quoi. Voilà, je fais quelque chose auquel je crois, qui me donne plein de satisfaction au quotidien, mais en même temps, voilà, il faut garder, oui, c'est vrai, du temps pour sa famille, pour son mari. Moi, mon mari, on est ensemble depuis qu'on est au lycée, donc c'est une histoire ancienne. Il m'a supportée sur toutes mes études, donc voilà. Là maintenant, je vais pas le mettre de côté. Et puis les enfants, voilà, on a la chance d'avoir des emplois du temps plutôt complémentaires. J'ai maman qui est là, voilà, on s'arrange comme tout le monde, je crois. Ok. Comment t'expliques à tes enfants ta spécialité médicale ? Est-ce qu'ils ont compris en fait quelle était ta spécialité ? C'est rigolo parce qu'au début, ils me disaient « Mais en fait, qu'est-ce que tu fais vraiment, maman ? Tu rends les gens beaux ?» ou C'est mignon. Voilà, c'est ça. Oui, non, ils ont eu un petit peu du mal de vraiment comprendre que c'était pas de la maladie, que j'étais pas un docteur classique. Mais voilà, je leur ai expliqué. Ils sont déjà venus au cabinet, donc maintenant, ils savent. Et puis... je leur dis que je prends soin des gens à l'intérieur, à l'extérieur, voilà, pour qu'ils se sentent mieux. Et ils trouvent que c'est formidable. Ça leur donne des envies ? Je sais pas parce que la petite, elle veut être véto. D'accord. Voilà, comme toutes les petites filles. D'ailleurs, j'ai voulu être véto avant d'être médecin. Et puis mon fils, on est plus sur le sport pour l'instant. D'accord. Mais oui, on verra. Ok. Je sais pas de quoi l'avenir de la médecine sera fait. Est-ce que dans 10 ans... on aura encore besoin, avec l'intelligence artificielle, des médecins. Je ne sais pas. Alors justement, si tu devais dessiner ton activité dans 10 ans ou ta vie personnelle et professionnelle dans 10 ans, comment tu dessinerais les choses ? Comment je les dessinerais ? Je pense que je serais... grosso modo, j'ai l'impression que je suis déjà là où je dois être. Okay. Les choses, elles sont toujours perfectibles, on peut les améliorer, mais je crois que là, je suis bien. Je ne sais pas si j'ai envie de changer quoi que ce soit. De changer quoi que ce soit. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que je suis là où je dois être, que je suis à ma place et que c'est très bien ainsi. J'ai pas envie de déséquilibrer quelque chose, donc il faudrait pas que ça prenne plus de place sur ma vie perso. Voilà, je vais suivre les évolutions. Je vais prendre un peu plus de temps pour la partie formateur, ça c'est sûr. Et puis peut-être plus tard, voilà, quand je serai proche de la fin, où je serai peut-être un petit peu fatiguée d'être au cabinet, ou voilà, où j'aurai envie de passer à autre chose, je ferai que de la formation, j'en sais rien, peut-être. Mais non, j'ai encore quelques pistes de développement, mais... voilà, peut-être que ces choses, elles se seront faites dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 2 ans. Ok. On verra. C'est quoi la journée type du docteur Grandidier ?
c'est déjà la journée maman. J'emmène les enfants à l'école, j'arrive au cabinet. Et puis après, c'est parti pour toute une journée de consultes. Alors, ce qui est génial dans ce métier, c'est que j'ai des premières consultations, j'ai des injections, j'ai du laser. Je fais... peut-être, j'en sais rien, si je vois 30 personnes, par exemple, je vais peut-être faire 30 fois quelque chose de différent. Donc ça, c'est vraiment... Il n'y a pas du tout de routine et de choses non. Y a redondantes. Voilà, donc j'enchaîne et puis je rentre à la maison. Et puis voilà, après, il y a la deuxième journée qui commence, la journée de maman. Okay. Et puis voilà, on essaie de trouver notre rythme comme tout le monde. Bon. Qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter, Julie ? De pas me reposer sur mes lauriers, je dirais, de pas... Je crois que ça fait pas partie de ton ADN. Non, c'est sûr, mais de pas rester dans une zone un peu de confort et de m'encrouter, entre guillemets, si je vais dire ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est de toujours essayer d'avoir la motivation, l'envie d'apporter des choses nouvelles, de prendre soin de mes patientes du mieux que je peux, de continuer à faire ce que je fais de bien, je crois, et de ne pas me lasser. Ok, super. Merci. Merci pour ton témoignage qui corrobore mes premiers propos te concernant. Tu es brillante, drôle et émouvante. Docteur Julie Grandidier, merci. Merci beaucoup.